Écoutez avec tout ce qui reste d'honnêteté sous vos rationalisations défensives, car ce que je révèle brisera votre récit confortable. Chaque personne toxique dans votre vie est un miroir reflétant exactement ce que vous niez, rejetez et refusez de voir en vous-même. Vous leur reprochez leur cruauté tandis que votre propre cruauté se cache sous différentes formes. Vous condamnez leur narcissisme tandis que votre narcissisme se fait passer pour de la vertu. Vous êtes en colère contre leur manipulation tandis que votre manipulation porte un masque d'impuissance. Votre ancienne âme connaît cette vérité que l'ego cache désespérément. Vous n'attirez pas les personnes toxiques au hasard. Vous les attirez parce qu'elles incarnent des aspects reniés de votre psychisme, parce qu'elles mettent en scène ce que vous supprimez, parce qu'elles vous montrent ce que vous ne pouvez pas supporter de reconnaître en vous-même. La personne qui vous déclenche le plus intensément n'est pas votre ennemi mais votre professeur, non pas votre bourreau mais votre miroir, et le reflet qu'elle montre n'est pas celui de qui elle est, mais de ce que vous refusez de voir en vous-même. Jusqu'à ce que vous le voyiez, le possédiez, l'intégriez, vous continuerez à attirer des variations du même miroir, des visages différents reflétant la même vérité reniée. La psychologie de la projection dans les relations constitue l'idée fondamentale de Carl Jung. Ce que vous ne pouvez pas accepter en vous-même, vous le projetez sur les autres et vous le ressentez comme externe. Les recherches sur la projection complémentaire montrent que les personnes engagées dans des relations toxiques projettent souvent des traits opposés. La victime projette l'agresseur projette la victime, créant une danse toxique où chacun voit chez les autres ce qu'il nie en lui-même. Des études sur la projection d'ombre révèlent que les qualités que vous critiquez le plus avec véhémence chez les autres sont souvent celles que vous possédez mais que vous ne pouvez pas reconnaître. La recherche sur les modèles relationnels montre que nous choisissons systématiquement des partenaires qui manifestent nos traits reniés, non pas parce que nous sommes attirés par ces traits, mais parce que l'inconscient cherche à s'intégrer à travers l'expérience externe de ce qui est nié en interne. Les études sur la compulsion à la répétition documentent la manière dont nous recréons la dynamique de l'enfance, non pas au hasard, mais avec précision, en choisissant des partenaires qui incarnent des aspects reniés des parents et de nous-mêmes. Le plus révélateur, les recherches sur la guérison montrent que les relations se transforment lorsque vous récupérez des projections, en reconnaissant que ce que vous voyez chez les autres existe en vous. La personne toxique n'est pas le problème, elle est le symptôme de votre refus de la connaissance de soi. Chaque tradition profonde enseigne que les relations externes reflètent les états internes. Dans la Kabbale, comme en haut, ainsi en bas, comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Votre monde extérieur reflète le monde intérieur. Les relations toxiques reflètent une toxicité interne que vous n'avez pas abordée. Dans le bouddhisme, les trois poisons, l'avidité, la haine et l'illusion, se manifestent dans les relations lorsqu'ils ne sont pas traités de manière interne. Vous expérimentez chez les autres ce que vous n'avez pas transformé en vous-même. Dans le mysticisme chrétien, Jésus a enseigné « Pourquoi voyez-vous la paille dans l'œil de votre frère et ne remarquez-vous pas la poutre dans le vôtre ?» Le jugement des autres empêche de voir la même qualité en vous-même. En alchimie, la projection est la première étape. Voir dans la matière ce qui existe dans la psyché. Il faut retirer les projections pour se transformer. Dans le soufisme, Rumi a écrit « Tout dans l'univers est en vous. Demandez tout à vous-même, y compris la toxicité que vous condamnez chez les autres. » Dans le Vedanta, l'autre est une illusion. Tout ce que vous expérimentez vous est renvoyé. Chaque tradition enseigne, les relations extérieures sont des miroirs. Ce que vous voyez en eux révèle ce qui existe en vous. Les mécanismes par lesquels les relations toxiques fonctionnent comme des miroirs opèrent inconsciemment. Premièrement, la polarisation complémentaire. Vous incarnez un pôle de trait, la passivité extrême, attirant un autre pôle, l'agressivité extrême. Les deux sont l'expression du même modèle sous-jacent. Vous n'êtes pas opposés, mais complémentaires. Deuxièmement, l'adoption d'un trait désavoué. Vous réprimez votre colère, attirant quelqu'un qui exprime constamment sa colère. Il joue pour vous deux ce que vous ne jouerez pas vous-même. Troisièmement, le renforcement de la projection. Vous projetez de la qualité sur eux, les traitez comme s'ils l'avaient, ils réagissent en la manifestant, créant ainsi une prophétie autoréalisatrice qui vous donne raison. Quatrièmement, reconnaissance sans reconnaissance. Une partie de vous reconnaît ce trait chez eux, parce que vous le reconnaissez inconsciemment en vous-même, mais vous ne le reconnaissez pas, les condamnant plutôt pour ce que vous niez. Cinquièmement, reconstitution d'un traumatisme. Vous choisissez des partenaires qui vous traitent comme vos parents parce que vous essayez de maîtriser le traumatisme originel, mais vous le rejouez avec la même personne dans un corps différent. Les symptômes selon lesquels la personne toxique est votre miroir se manifestent par une intensité émotionnelle disproportionnée.
Vous n'êtes pas seulement ennuyé, vous êtes enragé, dévasté, obsédé. Cette intensité révèle qu'il touche quelque chose de profond, quelque chose de non résolu, quelque chose chez vous. Vous voyez en eux les qualités que vous détestez le plus au monde. Votre haine révèle que ce sont des qualités que vous possédez, mais que vous ne pouvez pas accepter. Vous vous comportez comme eux, devenant ce que vous méprisez, prouvant que la qualité existe aussi en vous. Vous ne pouvez pas arrêter de penser à eux. Votre obsession révèle qu'ils vous montrent quelque chose que vous devez voir. Vous vous sentez juste dans votre condamnation. Votre justice est une défense contre la reconnaissance de votre propre culpabilité. Vous parlez à tout le monde de leur toxicité. Votre besoin de convaincre les autres révèle votre besoin de vous convaincre que le problème est externe et non interne. Le protocole de reconnaissance d'une personne toxique comme miroir requiert une honnêteté radicale. Premièrement, identifiez ce que vous condamnez le plus en eux. Écrivez des traits, des comportements et des qualités spécifiques que vous trouvez intolérables. Deuxièmement, demandez pour chaque trait. Où dois-je afficher cela? Soyez impitoyablement honnête. Vous le trouverez peut-être sous une forme différente, peut-être rationalisé comme justifié, peut-être dirigé vers des cibles différentes, mais vous le trouverez si vous regardez sans vous défendre. Troisièmement, reconnaître l'expression complémentaire. S'ils sont ouvertement agressifs et que vous êtes secrètement agressif, passif-agressif, victime-agressif, justement agressif, vous exprimez le même schéma différemment. Quatrièmement, examinez votre contribution. Comment avez-vous participé à créer cette dynamique? Où avez-vous permis, provoqué ou invité leur comportement? Ne pas vous blâmer, mais reconnaître votre agence. Cinquièmement, retirez la projection. Au lieu de « ils sont cruels », reconnaissez « je condamne chez eux une cruauté que je ne peux pas accepter en moi-même. Cela n'excuse pas leur comportement, cela révèle votre modèle. Et voici la vérité qui transforme les relations. La personne toxique n'est pas votre ennemi, mais votre professeur. Il vous montre ce que vous avez besoin de voir, d'intégrer, de guérir. Lorsque vous récupérez la projection, en reconnaissant que ce que vous voyez en elle existe en vous, plusieurs choses se produisent. Premièrement, l'intensité diminue. Lorsque vous possédez votre part, vous ne vous battez plus en les combattant. Deuxièmement, la compassion émerge. Reconnaître que vous partagez ce trait crée de la compréhension, non pas de l'approbation, mais de la compréhension. Troisièmement, le modèle perd de son pouvoir. Lorsque vous le voyez clairement, intégrez-le consciemment, vous arrêtez de le créer inconsciemment. Quatrièmement, soit vous transformez la relation, soit vous la libérez proprement. Si la relation était basée sur la projection, le retrait de la projection la transforme ou y met fin, mais y met fin sans obsession, sans amertume, sans avoir besoin qu'ils soient des méchants pour que vous soyez des héros. Le miroir a rempli son rôle. Vous avez vu ce que vous aviez besoin de voir. Que le miroir reste, ou que les départements soient secondaires, la vision est ce qui compte. Chaque personne toxique dans votre vie est un cadeau. Un cadeau douloureux, mais néanmoins un cadeau. Il vous montre vous-même. Arrêtez de tirer sur le messager. Voir le message. Le visage qui vous regarde depuis le miroir est le vôtre. Nous exposons maintenant le mécanisme caché qui détermine qui entre dans votre vie et pourquoi. Le contrat inconscient, l'accord psychique conclu sous la surface de la conscience, où vos blessures, vos schémas, vos traumatismes non guéris sélectionnent des partenaires qui rempliront des rôles spécifiques, bien que toxiques. Vous croyez que vous choisissez rationnellement, que l'attraction est une chimie, que l'amour est un mystère, mais votre ancienne âme connaît la vérité dévastatrice. Vous choisissez inconsciemment avec une précision qui vous étonnerait si vous pouviez la voir. Chaque relation toxique que vous avez durcie, vous l'avez invitée. Pas consciemment, pas délibérément, pas malicieusement, mais inconsciemment, inévitablement, parfaitement. Vos parties blessées se sont mises d'accord avec leurs parties blessées. Je jouerai ce rôle si vous jouez ce rôle. Je serai victime si vous serez l'auteur du crime. Je serai le sauveur si vous serez impuissant. Je vous abandonnerai si vous m'abandonnez en premier. Ces contrats, conclus en quelques secondes après une rencontre, déterminent tout ce qui suit. Vous ne rencontrez pas des personnes toxiques par hasard. Vous contractez inconsciemment avec elles, et jusqu'à ce que vous voyiez ces contrats, vous ne pouvez pas arrêter de les créer. La psychologie de la sélection inconsciente du partenaire est bien documentée. La thérapie Imago de Harville Hendricks montre que nous sommes attirés par les personnes qui correspondent à l'imago, image composite des soignants, en particulier leurs traits négatifs, parce que l'inconscient essaie de guérir les blessures de l'enfance à travers les relations avec les adultes. Les recherches sur la théorie de l'attachement révèlent que nous recherchons des partenaires correspondant à notre style d'attachement, un comportement anxieux qui attire et évite,
créant une dynamique push-pull qui recrée l'insécurité de l'enfance. Des études sur la contrainte de répétition documentent comment nous recréons inconsciemment des relations traumatisantes en essayant de maîtriser par la répétition ce que nous ne pouvions pas contrôler à l'origine. Les recherches sur les besoins complémentaires montrent que nous choisissons des partenaires dont la pathologie est étroitement liée à la nôtre, chacun remplissant un rôle dysfonctionnel pour l'autre. Des études sur la communication inconsciente révèlent que, quelques secondes après une rencontre, nous lisons les blessures, les traumatismes et les schémas de chacun sous notre conscience, décidant ainsi si cette personne correspond à notre scénario inconscient. Le plus révélateur, les recherches sur les résultats des relations montrent que les gens recréent systématiquement la même dynamique avec différents partenaires, ce qui prouve que le modèle est un modèle interne projeté inconsciemment et non des événements externes aléatoires. Vous n'êtes pas malchanceux en amour, vous êtes inconsciemment fidèle à vos blessures. Les traditions ésotériques de rédiger ces contrats comme des accords d'âme. Dans la Kabbale, Béchert, partenaire destiné, inclut non seulement un idéal romantique, mais aussi des relations difficiles qui enseignent des leçons nécessaires. Dans l'hindouisme, les relations karmiques existent pour résoudre le karma passé. Vous êtes attiré par ceux avec qui vous avez des affaires en suspens tout au long de votre vie. Dans le bouddhisme, origine dépendante désigne des relations découlant de causes et de conditions. Vos modèles créent des conditions attirant des personnes spécifiques. Dans le mysticisme chrétien, les relations difficiles sont considérées comme des épreuves, testées, enseignées, affinées. Dans les traditions chamaniques, les contrats d'âme sont conclus avant l'incarnation. Acceptez de rencontrer des personnes spécifiques qui catalyseront une croissance spécifique, aussi douloureuse soit-elle. Qu'elle soit littérale ou métaphorique, le principe est valable, les relations ne sont pas aléatoires. Vous contractez inconsciemment avec des personnes spécifiques dans un but spécifique, généralement lié à des blessures nécessitant une guérison. La relation toxique est le programme, pas le hasard. Les mécanismes formant les contrats inconscients fonctionnent par reconnaissance énergétique et psychologique. Premièrement, la reconnaissance des plaies. Votre blessure reconnaît une blessure compatible chez les autres. La victime reconnaît l'agresseur, l'abandonneur reconnaît le poursuivant. Le narcissique reconnaît l'empathe. La reconnaissance est instantanée, sous les mots, ressentie comme une chimie ou une connexion instantanée. Deuxièmement, un casting complémentaire. Vous auditionnez inconsciemment des personnes pour des rôles dans votre drame interne. Cette personne correspond-elle au rôle de parent critique? Ils sont castés, d'abandonner son partenaire, ajustement parfait, d'un enfant sans défense ayant besoin d'être secouru. Bienvenue au spectacle. Troisièmement, la correspondance des signatures énergétiques. Votre vibration énergétique, façonnée par un traumatisme non guéri, résonne avec la vibration correspondante chez les autres, comme si les fréquences s'attiraient. Quatrièmement, confirmation des croyances. Vous avez des croyances inconscientes. Je ne suis pas aimable. Les gens partent toujours. L'amour nécessite de la souffrance. Et vous choisissez des partenaires qui confirment ces croyances, créant ainsi des prophéties autoréalisatrices. Cinquièmement, fondement du lien traumatique. L'attraction initiale inclut la reconnaissance inconsciente du fait que cette personne peut recréer votre traumatisme, vous donnant une autre chance de gagner, cette fois-ci. Vous ne le ferez jamais par la répétition, seulement par la guérison. Les symptômes indiquant que vous êtes en contrat inconscient se manifestent par une étrange prévisibilité. Cette personne est différente de votre ex, mais la relation suit un modèle identique. Personne différente, même histoire. Vous saviez en quelques minutes ou quelques heures comment cela se terminerait sans le savoir, et poursuivi de toute façon. Vous vous sentiez obligé de poursuivre malgré les signaux d'alarme. La contrainte activait le contrat. Ils ont dit, ou fait très tôt, quelque chose qui était exactement le déclencheur d'un traumatisme de l'enfance, et il correspondait parfaitement à l'imago. La relation s'est rapidement intensifiée. Intimité instantanée, intensité immédiate. Parce que l'inconscient a reconnu une adéquation parfaite pour le contrat. Vous ne pouvez pas expliquer rationnellement l'attirance. Ce ne sont pas mon genre, je ne les aime même pas, parce que l'attirance était inconsciente basée sur la compatibilité des blessures et non sur une préférence consciente. Chaque combat, chaque trahison, chaque blessure vous semble étrangement familier, parce que vous avez déjà vécu cela avec une personne différente, parce que vous répétez le même contrat. Le protocole de reconnaissance des contrats inconscients nécessite de rendre l'inconscient conscient. Premièrement, identifiez votre modèle de relation. Écrivez l'histoire des relations significatives. Recherchez des thèmes récurrents. Trahison, abandon, contrôle, habilitation, indisponibilité émotionnelle. Le motif révèle le contrat. Deuxièmement, reliez le modèle à l'enfance.
Comment le modèle relationnel correspond-il à l'expérience de l'enfance avec les soignants? Habituellement, une correspondance parfaite. Vous recréez la blessure originale. Troisièmement, identifiez votre rôle. Dans ce contrat, quel rôle jouez-vous? Victime? Sauveur? Rebelle? Poursuivant? Distance? Nommez-le. Quatrièmement, identifiez leur rôle. Quel rôle joue le partenaire? Auteur? Un impuissant? Autorité? Abandonné? Parent critique? Nommez-le. Cinquièmement, reconnaître le contrat. J'ai inconsciemment accepté de jouer votre rôle s'ils jouaient leur rôle, recréant la dynamique de l'enfance où je jouais le rôle de l'enfant, jusqu'au parent qui jouait le rôle du parent. Rendre cela explicite dissout son pouvoir. Pratique avancée. Avant d'entrer dans la prochaine relation, identifiez votre modèle et engagez-vous à ne pas le répéter. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui correspond au modèle, déclenchant une attirance intense instantanée, reconnaissez qu'il s'agit d'une activation de contrat inconsciente. Pause. Ne poursuivez pas. Ou poursuivez consciemment, conscient du modèle, déterminé à réagir différemment. Le contrat ne vous engage que si vous en êtes inconscient. La conscience consciente crée un choix là où existait une contrainte inconsciente. Et voici la vérité libératrice. Les contrats inconscients existent parce que vos blessures tentent de guérir. Vous n'êtes ni masochiste ni auto-sabotant, vous tentez de guérir par le seul mécanisme que vous connaissez, la recréation de la blessure initiale, en espérant un résultat différent. C'est une stratégie vouée à l'échec. Vous ne pouvez pas guérir par la répétition, seulement par un traitement conscient, mais c'est une stratégie compréhensible. Votre inconscient vous montre ce qui a besoin de santé Ling en le recréant. La personne qui correspond à votre contrat n'est pas votre ennemi, mais la tentative désespérée de votre blessure d'être vue, reconnue, soignée. Arrêtez de vous condamner pour avoir choisi des personnes toxiques. Commencez à comprendre pourquoi vous les avez choisies. Quelle blessure essayez-vous de guérir? Quelle dynamique de l'enfance essayez-vous de maîtriser? Quelle partie de vous cherchez à être reconnue? Une fois que vous avez compris l'objet du contrat, vous pouvez l'annuler. Non pas nécessairement en mettant fin à la relation, même si cela est souvent nécessaire, mais en pensant la blessure qui a créé le contrat. Lorsque la blessure guérit, vous arrêtez de créer des contrats basés sur elle. Lorsque vous arrêtez de créer ces contrats, vous arrêtez d'attirer ces personnes. Une causalité simple. Guérir la blessure, mettre fin au schéma, attirer autrement. Le pouvoir est à vous. Cela l'a toujours été. Vous ne saviez tout simplement pas que c'était vous qui créiez les contrats. Maintenant, tu sais. Créer consciemment ou arrêter complètement de créer, c'est le choix. Nous sommes maintenant confrontés au schéma le plus douloureux de votre histoire relationnelle. La contrainte de répétition, la volonté inconsciente de recréer des expériences traumatisantes de votre passé, en particulier de l'enfance. Le choix de partenaires qui vous feront du mal exactement de la même manière que vous avez été blessé auparavant. L'entrée dans des situations qui vous abandonneront, vous trahiront, vous négligeront ou vous maltraiteront, tout comme vous avez été abandonné, trahi, négligé ou maltraité à l'origine. Votre ancienne âme vous regarde avec angoisse, choisir à plusieurs reprises ce qui vous fait du mal, confondant la familiarité avec le destin, confondant la répétition avec le destin, croyant que cette fois sera différente, tout en s'assurant inconsciemment que ce sera exactement la même chose. Freud a identifié ce schéma, l'a appelé compulsion de répétition, et l'a reconnu comme étant au cœur de la souffrance humaine. Nous répétons ce que nous n'avons pas traité, rejouons ce que nous n'avons pas guéri, retournons compulsivement sur les lieux du crime initial dans l'espoir d'en changer l'issue. Mais la répétition ne guérit jamais les traumatismes. Cela ne fait que le renforcer. Vous n'avancez pas vers la résolution, vous creusez plus profondément dans la blessure, l'aggravant à chaque répétition, tandis que l'inconscient vous dit que, cette fois, apportera une guérison qu'elle n'apportera jamais. La psychologie de la contrainte de répétition est bien établie. La recherche montre que les survivants d'un traumatisme recréent systématiquement des situations traumatisantes en choisissant des partenaires et des situations qui reproduisent les caractéristiques clés du traumatisme d'origine. Des études sur le traumatisme de l'attachement révèlent que les enfants qui ont été abandonnés deviennent des adultes qui choisissent des partenaires émotionnellement indisponibles, recréant ainsi l'abandon originel. Les recherches sur les survivants d'abus révèlent des taux élevés d'entrée dans des relations abusives, non pas parce qu'ils veulent être abusés, mais parce que l'inconscient essaie de maîtriser le traumatisme initial par la répétition. Les études sur la transmission intergénérationnelle montrent que les schémas se transmettent d'une génération à l'autre. Les enfants maltraités deviennent des parents violents ou choisissent des partenaires violents, des schémas qui se répètent jusqu'à ce qu'ils soient consciemment interrompus.
La recherche sur la neuroplasticité révèle que le traumatisme crée des voies neuronales qui s'activent préférentiellement dans des situations similaires. Votre cerveau devient littéralement programmé pour reconnaître et réagir aux schémas traumatiques, ce qui vous rend plus susceptible de les créer. Plus important encore, des études montrent que la contrainte de répétition opère de manière totalement inconsciemment. Les gens croient sincèrement que, cette fois, c'est différent, tout en choisissant inconsciemment un modèle identique. Votre intention consciente est de guérir. Votre mécanisme inconscient est la répétition. C'est la tragédie. Les traditions spirituelles reconnaissent la répétition comme une méthode d'enseignement désespéré de l'âme. Dans le bouddhisme, le samsara, le cycle de la souffrance, se poursuit jusqu'à ce que vous acquériez la sagesse nécessaire pour le briser. Vous répétez des schémas jusqu'à ce que vous appreniez les leçons qu'ils enseignent. Dans l'hindouisme, le karma signifie que vous êtes obligé de répéter ce que vous n'avez pas résolu, au fil des vies si nécessaire, jusqu'à ce que la résolution se produise. Dans le christianisme, les tests et les épreuves ont recours jusqu'à ce qu'une leçon spirituelle soit apprise. Dans la Kabbale, tikkun, la réparation de l'âme, nécessite de faire face au même défi à plusieurs reprises, jusqu'à ce que vous réagissiez différemment, rompant ainsi le schéma. En alchimie, résoudre et coagula, dissoudre et réformer, nécessite de briser à plusieurs reprises les fausses structures, jusqu'à ce que les vraies structures émergent. Dans les traditions chamaniques, l'initiateur fait face à des crises sous différentes formes, jusqu'à ce que l'initié accepte l'appel. Toute tradition enseigne. La répétition n'est pas une punition, mais un enseignement. La vie vous montre ce que vous devez apprendre en le recréant jusqu'à ce que vous l'appreniez. La leçon ne réside pas dans l'événement, mais dans votre réponse. Changez votre réponse. Brisez le schéma. Mettez fin à la répétition. Les mécanismes à l'origine de la contrainte de répétition opèrent à travers des processus inconscients. Premièrement, la préférence de familiarité. Le traumatisme devient familier. Le familier se sent en sécurité, même s'il est objectivement dangereux. Vous recherchez donc des situations qui vous semblent familières, qui sont des situations traumatisantes. Deuxièmement, une affaire inachevée. L'inconscient croit que si vous recréez la situation originale, vous pouvez enfin gagner, enfin obtenir l'amour qui a été retenu, enfin empêcher l'abandon, enfin mettre fin aux abus. Vous ne le ferez jamais à cause de la répétition. Troisièmement, la confirmation de l'identité. Si l'enfance t'a appris « je suis indigne », vous recherchez des situations confirmant cette croyance, en choisissant des personnes qui vous traitent comme indignes, prouvant que votre croyance est vraie. Quatrièmement, tentative de maîtrise. Vous essayez de maîtriser une situation qui vous a bouleversé lorsque vous étiez enfant, mais vous essayez de le maîtriser par le biais des loisirs, ce qui ne fait que traumatiser à nouveau. Cinquièmement, le biais de reconnaissance. Votre attention est inconsciemment adaptée aux personnes qui correspondent à un schéma traumatique. Vous les remarquez, vous vous sentez attiré par elles, négligez les options plus saines parce qu'elles ne s'enregistrent pas sur votre radar à l'écoute des traumatismes. Les symptômes de la contrainte de répétition se manifestent par des relations de déjà-vu. Vous êtes dans une nouvelle relation mais rencontrez les mêmes problèmes, personnes différentes, dynamiques identiques. Vous reconnaissez le modèle, cela m'arrive toujours, sans reconnaître que vous le créez. Vous vous sentez impuissant. Pourquoi cela continue-t-il à se produire? Sans voir votre choix inconscient. Vous blâmez des facteurs externes, malchance, mauvaise personne, monde cruel, sans examiner les schémas internes. Vous vous sentez coincé, peu importe ce que vous essayez, le même résultat se produit, parce que vous essayez différentes solutions au même problème créé inconsciemment. Vous vivez la fin d'une relation comme un abandon traumatisant même lorsque vous l'avez initié, parce que vous vivez un abandon originel et non une situation actuelle. Vous vous dites « plus jamais ça » après chaque relation, puis vous entrez immédiatement dans une relation identique. Intention consciente contre contrainte inconsciente. Vous vous sentez maudit, condamné à souffrir dans vos relations, parce que vous n'avez pas vu que c'est vous qui créez le modèle, et que c'est donc vous qui pouvez l'arrêter. Le protocole pour briser la contrainte de répétition nécessite de prendre conscience des modèles et de choisir différemment. Premièrement, cartographier le motif, rédiger une chronologie des relations significatives et identifier les thèmes récurrents. Soyez précis. Que se passe-t-il toujours? Quand est-ce que ça arrive? Comment répondez-vous? Deuxièmement, tracez jusqu'à l'origine. Reliez le modèle adulte à l'expérience de l'enfance. Lien généralement clair, l'abandon des adultes recrée l'abandon de l'enfance. L'indisponibilité émotionnelle des adultes recrée l'indisponibilité émotionnelle des parents. Troisièmement,
Reconnaissez votre contribution. À chaque répétition, qu'avez-vous fait pour créer ou maintenir le modèle? Ne vous blâmez pas, reconnaissez votre participation inconsciente. Quatrièmement, interrompez le modèle. Lorsque vous reconnaissez l'activation d'un modèle, ressentir des sentiments familiers, voire des dynamiques familières, arrêtez-vous. Ne continuez pas inconsciemment. Faites une pause, reconnaissez le modèle, choisissez une réponse différente. Cinquièmement, tolérez l'inconnu. Une relation saine semblera peu familière, voire fausse, car elle ne correspond pas au modèle de traumatisme. Tolérez cet inconfort. L'inconnu n'est pas dangereux, c'est différent. Et voici la vérité qui brise la contrainte, la répétition ne guérira jamais le traumatisme. Vous ne pouvez pas maîtriser par la répétition ce que vous ne pouviez pas contrôler à l'origine. Vous n'avez plus 5 ans face à vos parents, vous êtes un adulte face à un adulte. Recréer la situation originale ne changera pas le résultat initial. Seul le traitement du traumatisme originel, le deuil de la perte originelle, la libération de l'espoir originel que cela aurait pu être différent, cela guérit le traumatisme. Pas de répétition. La personne qui vous a blessé ne vous aimera pas soudainement cette fois-ci. La personne qui vous a abandonné ne restera pas soudainement cette fois. Personnes différentes, même schéma, ils vous blesseront et vous abandonneront aussi, parce que c'est le rôle dans lequel ils sont inconsciemment assignés. Brisez le schéma en brisant le casting inconscient. Arrêtez d'auditionner des gens pour des rôles dans votre drame traumatisant. Commencez à choisir les personnes en fonction de qui elles sont réellement, et non du rôle qu'elles peuvent jouer dans votre compulsion de répétition. Cela nécessite de la conscience, voir clairement le schéma, comprendre son origine, reconnaître quand il s'active, choisir différemment malgré le mal ressenti par les différents. La personne en bonne santé inconnue ne déclenchera aucune chimie. La chimie était la reconnaissance d'une blessure, pas l'amour. L'amour est ce qui se développe chez une personne en bonne santé au fil du temps grâce à la sécurité, à la confiance et à la cohérence, des choses que les relations traumatisantes n'apportent jamais. Arrêtez de choisir la chimie, choisissez le personnage, arrêtez de choisir la famille, choisissez sain, arrêtez de répéter les traumatismes, commencez à le guérir, c'est ainsi que la contrainte se brise. Non pas par la seule perspicacité, mais par un choix conscient, répété quotidiennement, jusqu'à ce qu'un nouveau modèle s'établisse. Votre âme a été enseignée par la répétition. Vous avez refusé d'apprendre. Apprenez maintenant. Rompre le cycle, choisissez différemment. C'est le travail. Examinons maintenant le paradoxe qui vous maintient piégé. Votre blessure, désespérée de guérir, recherche inconsciemment des personnes qui, selon elle, peuvent la guérir. Mais les personnes qu'elle recherche sont précisément celles qui la blesseront davantage. Vous rencontrez quelqu'un et ressentez une reconnaissance instantanée, une connexion profonde, le sentiment que c'est lui, votre blessure reconnaît son supposé guérisseur, mais ta blessure a un jugement terrible. Il recherche la guérison auprès de personnes qui incarnent la blessure originelle. Choisir une personne émotionnellement indisponible pour guérir la blessure d'abandon, choisir un narcissique pour guérir une blessure d'inutilité, choisir agresseur pour guérir la blessure d'abus. Votre ancienne âme sait pourquoi. La blessure essaie d'obtenir de la personne toxique ce qu'elle n'a jamais obtenu du blessé d'origine. Si cette personne qui ressemble aux parents qui t'a abandonné ne t'abandonne finalement pas, la blessure croit pouvoir guérir, mais cette personne vous abandonnera, c'est ce qu'elle est, c'est pourquoi la blessure l'a reconnue, et la blessure s'approfondit. Vous recherchez la guérison auprès de la personne qui est sûre de vous blesser davantage, et vous confondez cette recherche vouée à l'échec avec l'amour, le destin, la connexion avec l'âme. Votre blessure n'est pas celle qui cherche un guérisseur, elle cherche son blessé familier et appelle cette recherche l'amour. La psychologie de l'attraction basée sur les blessures est bien documentée dans la recherche sur l'attachement. Des études montrent que les enfants présentant un attachement anxieux, du fait de soins incohérents, deviennent des adultes attirés par des partenaires évitants, qui reproduisent l'incohérence. Les enfants ayant un attachement évitant, du fait du rejet des soignants, sont attirés par des partenaires anxieux, dont la poursuite déclenche un retrait correspondant à la dynamique d'origine. Les recherches sur le renforcement intermittent révèlent qu'un amour incohérent, parfois donné, parfois refusé, crée une dépendance plus forte. La blessure recherche un schéma familier d'amour intermittent, expérimentant la poursuite d'une personne indisponible, comme tentative de guérison alors qu'il s'agit en réalité d'une activation de dépendance. Des études sur les liens liés au traumatisme montrent que les personnes maltraitées ressentent souvent un attachement plus fort envers les agresseurs, non pas malgré la maltraitance, mais à cause de celle-ci, parce que le traumatisme crée d'intenses blessures de lien pour l'amour. Les recherches sur les soins compulsifs documentent comment les personnes blessées par des parents négligents deviennent des adultes
essayant de manière obsessionnelle de guérir leur partenaire blessé, en essayant d'être pour les autres ce dont ils avaient besoin et ce qu'ils n'ont pas reçu, dans l'espoir indirect de guérir leurs propres blessures. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas guérir votre blessure en guérissant la leur. Les traditions spirituelles décrivent cela comme la recherche extérieure de ce qui n'existe qu'intérieurement. Dans le bouddhisme, rechercher la guérison auprès de sources externes tout en ignorant le travail interne est une illusion fondamentale. Dans le christianisme, chercher le salut par la relation humaine plutôt que par la relation divine est de l'idolâtrie. Faire de l'humain un Dieu qui doit vous sauver. Dans le soufisme, chercher dans la création ce qui ne peut venir que du Créateur est un désir déplacé. Dans le Vedanta, rechercher l'achèvement par la relation alors que vous êtes déjà complet est une ignorance de votre vraie nature. En alchimie, la projection doit être retirée. La guérison projetée sur une personne externe doit être reconnue comme un travail interne. Dans la Kabbale, rechercher son autre moitié dans une personne externe plutôt que d'intégrer le masculin-féminin interne est un contournement spirituel. Chaque tradition enseigne. La guérison est un travail interne. D'autres personnes peuvent soutenir la guérison mais ne peuvent pas la fournir. Rechercher la guérison auprès d'une personne qui incarne votre blessure, c'est chercher exactement au mauvais endroit. Vous demandez à la blessure de guérir la blessure. Ce n'est pas possible. Cela ne fera que blesser plus profondément. Les mécanismes par lesquels les blessures cherchent des guérisseurs opèrent à travers une reconnaissance inconsciente et un espoir désespéré. Premièrement, la reconnaissance de forme. Votre blessure reconnaît des schémas de blessure familiers chez une autre personne, lisant inconsciemment son indisponibilité, son narcissisme, son potentiel d'abus, et identifie à tort cette reconnaissance comme un lien spécial. Ce n'est pas le cas. C'est la familiarité. Deuxièmement, la pensée magique. Wundt croit « Si je peux faire en sorte que cette personne m'aime, je prouverai que je suis aimable. Si je peux faire en sorte que cette personne reste, je prouverai que je mérite de rester. » Vous essayez de guérir rétroactivement la blessure originale de la personne actuelle, ça ne marche pas. Troisièmement, la contrainte de répétition. Wundt recrée la dynamique originale en espérant un résultat différent, en espérant qu'une personne indisponible devienne disponible, en espérant qu'une personne négligente devienne attentive. Ils ne le feront pas. Ils vous montrent qui ils sont. Croyez-les. Quatrièmement, projection de la capacité de guérison. Vous projetez sur une personne toxique la capacité de vous guérir, en voyant en elle des qualités qu'elle ne possède pas, un potentiel qu'elle ne réalisera jamais, parce que vous projetez sur elle votre propre capacité de guérison. Votre capacité de guérison vous appartient. Ils ne peuvent pas le fournir. Les symptômes de la recherche d'un guérisseur se manifestent par une intensité instantanée et une dévastation inévitable. Vous rencontrez quelqu'un et ressentez « c'est différent, c'est spécial, je n'ai jamais ressenti cela auparavant ». La plaie reconnaît une correspondance parfaite pour une tentative de guérison. Vous négligez les signaux d'alarme, indisponibilité, incohérence, cruauté, parce que la blessure est convaincue que cette personne est la guérisseuse. Vous devenez obsédé, vous ne pouvez pas arrêter d'y penser, vous sentez que vous en avez désespérément besoin, parce que les blessures croient qu'elles sont la clé de votre guérison. Vous tolérez les comportements inacceptables, trahison, négligence, abus, parce que partir signifierait abandonner l'espoir qu'ils vous guérissent. Vous ressentez leur gentillesse occasionnelle comme profonde. Les miettes ressemblent à un festin parce que vous mourrez de faim et qu'ils sont les premiers à offrir quelque chose. Vous croyez que vous pouvez les soigner, les guérir, les aimer pour qu'ils vous aiment correctement. Si vous faites suffisamment d'efforts et prouvez que vous en êtes suffisamment digne, ils se transformeront en le guérisseur dont vous avez besoin. Ils ne le feront pas. Ils ne le peuvent pas. Vous n'êtes pas un guérisseur, ils sont un blessé. Vous leur avez attribué un mauvais rôle. Le protocole pour mettre fin au schéma de recherche de plaies et de guérisseurs nécessite de reconnaître ce schéma et de choisir différemment. Premièrement, identifiez votre blessure centrale. Abandon, rejet, abus, négligence, honte, nommez-le spécifiquement. Deuxièmement, reconnaître comment la blessure se manifeste par l'attraction. Par qui êtes-vous généralement attiré? Émotionnellement indisponible, narcissique, injurieux? Quoi qu'il en soit, ils correspondent à votre blessure. Ce n'est pas une coïncidence, mais un lien de causalité. Troisièmement, comprendre l'espoir. Qu'est-ce que la blessure espère réaliser à travers cette personne? S'il m'aime, je serai aimable. S'il reste, j'en suis digne. Rendez l'espoir explicite. Quatrièmement, reconnaître l'impossibilité. Cette personne ne peut pas réaliser cet espoir. Ils ne sont pas capables, pas intéressés, pas votre guérisseur.
Vous seul pouvez guérir votre blessure. Cinquièmement, choisissez différemment malgré l'absence d'attraction. Les personnes en bonne santé ne déclencheront pas la reconnaissance des plaies. Pas de chimie, pas d'intensité, pas d'obsession. Cette absence de drame ne signifie pas l'absence d'amour, mais la présence de la santé. Choisissez la santé, malgré l'absence d'intensité familière. Et voici la vérité qui arrête la recherche. Votre blessure ne peut pas être guérie par une personne extérieure. Elle ne peut être guérie que par vous, par un travail interne, en faisant le deuil de ce que vous n'avez pas reçu, en acceptant ce qui ne peut pas être changé, en apprenant à subvenir à vos propres besoins, ce que les autres n'ont pas réussi à fournir. La personne que recherche votre blessure, émotionnellement indisponible, narcissique, abusive, cette personne ne peut pas et ne veut pas vous guérir. Ils vous blesseront davantage, confirmant le message de la blessure centrale. Vous n'êtes pas aimable, indigne, pas assez. Arrêtez de chercher la guérison auprès des personnes qui incarnent la blessure, commencez à faire le travail de guérison interne. Thérapie, travail intérieur de l'enfant, intégration de l'ombre, quelle que soit la modalité qui vous parle, mais un travail interne, pas une recherche externe. Lorsque la blessure guérit intérieurement, vous arrêtez inconsciemment de chercher des guérisseurs externes. Lorsque la blessure guérit, vous cessez d'être attiré par les personnes toxiques, parce que vous n'avez plus besoin de ce que vous croyiez inconsciemment qu'elles pouvaient vous apporter. Les personnes guéries attirent les personnes en bonne santé. Les blessés attirent les blessures. Ce n'est pas un jugement moral, c'est une réalité énergétique. Guérir la blessure, mettre fin à la recherche, attirer autrement. La guérison relève de votre responsabilité et non de celle de quelqu'un d'autre. La blessure qui cherche son guérisseur doit devenir la blessure elle-même qui se guérit. C'est la seule façon dont cela se terminera. Arrêtez de regarder dehors, regardez à l'intérieur. Le guérisseur que vous cherchez, c'est vous. Cela l'a toujours été. Acceptez cette responsabilité. Faites le travail. Soyez votre propre guérisseur. C'est la voie à suivre. Nous nous aventurons maintenant dans un territoire où la psychologie rencontre la métaphysique. Les liens karmiques et les contrats d'âme, la possibilité que les relations toxiques ne soient pas des souffrances aléatoires, mais des accords conclus au niveau de l'âme avant l'incarnation, un programme conçu pour enseigner des leçons spécifiques, des dettes karmiques remboursées ou créées, des défis évolutifs que votre âme a choisis pour grandir. Votre ancienne âme sait à quoi résiste votre personnalité. Certaines relations semblent incroyablement difficiles, non pas parce qu'elles sont des erreurs, mais parce qu'elles sont des missions, non pas parce que vous avez mal choisi, mais parce que vous avez choisi précisément ce dont votre âme avait besoin pour évoluer, même si votre ego en souffre énormément. Ce n'est pas une excuse pour rester dans la maltraitance, la sécurité physique passe toujours en premier, mais un cadre pour comprendre pourquoi certaines personnes entrent dans votre vie avec un impact si dévastateur, pourquoi vous ne pouvez pas les oublier malgré tous vos efforts, pourquoi elles semblent destinées malgré leur caractère destructeur. Le karma n'est pas une punition, mais une éducation. Les contrats d'âme ne sont pas une punition, mais un programme. Les comprendre ne signifie pas accepter un traitement toxique. Cela signifie reconnaître l'enseignement contenu dans la souffrance, en extraire la leçon et remplir le contrat consciemment, plutôt que de rester piégé inconsciemment. Le concept métaphysique des contrats d'âme apparaît dans les traditions de sagesse. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, le karma crée des liens entre les âmes tout au long de la vie. Vous êtes attiré par ceux avec qui vous avez des affaires en suspens, des dettes à rembourser ou à recouvrer, des leçons à apprendre ensemble. Dans la Kabbale, Gilgul Neshamot, réincarnation des âmes, inclut le retour avec des âmes que vous avez connues dans des vies antérieures pour achever le tikkun, réparation ou rectification. Dans le christianisme ésotérique, les groupes d'âmes se réincarnent ensemble, jouant différents rôles au fil des vies pour faciliter la croissance de chacun. Dans la théosophie, le système de Blavatsky, le karma opère à travers les incarnations, liant les âmes par des actions et des intentions, jusqu'à ce que les comptes karmiques s'équilibrent. Dans les cadres spirituels contemporains, les contrats d'âme sont des accords conclus avant la naissance sur les leçons à apprendre et les rôles à jouer. Des relations difficiles, remplissant des contrats qui semblent cruels du point de vue de la personnalité, mais nécessaires du point de vue de l'âme. Qu'ils soient littéral ou métaphoriques, le cadre offre une perspective différente. Les relations toxiques comme programme scolaire et non comme malédiction. Les mécanismes des liens karmiques se fonctionnent par reconnaissance et contrainte. Premièrement, la reconnaissance instantanée. Vous rencontrez quelqu'un et avez l'impression de le connaître depuis toujours, non pas parce que c'est le véritable amour, mais parce que l'âme reconnaît la connexion karmique des rencontres passées, des vies passées, des accords passés. Deuxièmement, l'attraction magnétique. Vous êtes attiré par eux malgré les signaux d'alarme.
même si vous savez mieux, malgré l'intention de rester à l'écart. Le contrat karmique exerce une force gravitationnelle que la personnalité ne peut pas surpasser. Troisièmement, disproportion d'intensité. L'intensité de la relation ne correspond pas à la durée de la relation ou à la compatibilité réelle. L'intensité vient de la charge karmique, accumulée au fil des rencontres, exigeant une résolution. Quatrièmement, l'incapacité d'oublier. Des années plus tard, vous y pensez encore, vous en rêvez, vous vous sentez affecté par eux. Le lien karmique ne se dissout pas par la séparation physique, mais uniquement par l'achèvement conscient. Cinquièmement, la reconnaissance de l'inversion des rôles. Parfois, vous êtes victime, parfois agresseur, au cours de votre vie ou au sein d'une relation unique, faisant l'expérience des deux côtés de l'équation karmique. Sixièmement, répétition des cours. La même leçon continue d'apparaître, dans cette relation et dans d'autres, jusqu'à ce que vous l'appreniez, l'intégriez et réagissiez différemment. Les symptômes d'une relation karmique se manifestent par un sentiment fatal et une difficulté impossible. Vous aviez l'impression que vous étiez censé les rencontrer, et vous l'étiez, mais vouloir ne signifie pas vouloir être pour toujours. Cela signifie vouloir vous apprendre quelque chose. Vous ne pouvez pas expliquer cette attirance de manière rationnelle. Cela défie la logique, contredit les préférences, n'a aucun sens, parce qu'il ne s'agit pas d'une attirance pour la personnalité, mais d'une reconnaissance de l'âme. La relation est extraordinairement difficile, plus dure que toute autre, plus douloureuse, plus compliquée, parce qu'elle porte un poids karmique au-delà des circonstances actuelles. Vous avez essayé de partir plusieurs fois, mais vous n'y parvenez pas, ou vous êtes parti, mais ils reviennent sans cesse, parce que le contrat n'est pas terminé. Vous sentez que vous leur devez quelque chose, ou qu'ils vous doivent quelque chose, une obligation qui transcende la relation actuelle, semble ancienne et lourde. Vous les reconnaissez d'une manière que vous ne devriez pas connaître leurs pensées, ressentir leurs sentiments, les comprendre profondément, même s'ils les connaissent à peine, la mémoire de l'âme des rencontres précédentes. Le protocole pour travailler avec les relations karmiques nécessite de reconnaître l'enseignement, et non de idéaliser la souffrance. Premièrement, identifier la leçon. Qu'est-ce que cette relation essaie de vous apprendre? Frontières, l'estime de soi, pardon, lâcher prise, courage, soyez précis. Deuxièmement, reconnaissez votre rôle karmique. Jouez-vous le rôle de victime, d'agresseur, de sauveur, d'élève, d'enseignant? Comprendre votre rôle clarifie la leçon. Troisièmement, reconnaissez leur rôle karmique. Ils jouent leur rôle dans votre éducation, non pas en faisant consciemment du bénévolat, mais en respectant inconsciemment un accord. Cela n'excuse pas leur comportement, mais le contextualise. Quatrièmement, apprenez la leçon consciemment. Au lieu de répéter inconsciemment un schéma jusqu'à ce qu'il vous brise, extrayez consciemment l'enseignement et intégrez-le. Cinquièmement, terminez le contrat. Une fois la leçon apprise, le lien karmique se libère. L'achèvement passe par un apprentissage conscient et non par l'endurance. Vous n'avez pas besoin de souffrir éternellement pour remplir un contrat. Vous devez apprendre ce qu'enseigne la souffrance. Et voici la vérité sur les relations karmiques. Elles sont temporaires, pas éternelles. Les contrats d'âme ont un but et un point d'achèvement. Lorsque l'objectif est atteint, le contrat prend fin. La relation peut se terminer physiquement ou se transformer complètement, de toxique à neutre, d'intime à distant, mais la charge karmique se dissipe. Signe d'achèvement. L'intensité s'estompe, l'obsession prend fin, vous pouvez y penser sans charge émotionnelle, vous vous sentez reconnaissant pour la leçon sans vouloir qu'il revienne, vous ne répétez plus les mêmes schémas dans de nouvelles relations. Il s'agit d'un achèvement karmique, pas nécessairement d'une résolution romantique, mais d'une résolution au niveau de l'âme. L'enseignement extrait, la dette payée ou annulée, le modèle brisé, la croissance réalisée. Certains contrats se terminent en une seule vie, certains nécessitent de multiples rencontres au cours de la vie. Votre travail ne consiste pas à souffrir durement, mais à apprendre rapidement, à vous intégrer profondément, à compléter consciemment. Le chemin le plus rapide à travers le karma n'est pas l'évitement, cela l'étend, mais l'engagement conscient dans son enseignement. Faites face à ce qu'il vous montre, apprenez ce que cela vous apprend, changez ce qu'il vous demande de changer. Alors, et alors seulement, le lien karmique se libère. La personne qui semblait être le destin devient une personne de ton passé, un professeur pour lequel tu es reconnaissant mais dont tu n'as plus besoin, un chapitre qui est terminé. C'est l'achèvement karmique, c'est le contrat de l'âme rempli. C'est ça la liberté, non pas de la mémoire de la relation mais de son emprise sur vous. La leçon apprise, le contrat terminé, vous êtes libre d'avancer, attiré par des personnes différentes, créant des modèles différents, vivant une histoire différente. C'est le but, non pas pour rester éternellement dans une relation karmique, mais pour la compléter efficacement
extraire l'enseignement au-delà, libérer le lien et faire évoluer le modèle qu'il a créé. Votre souffrance a un but. Ne le gaspillez pas en endurant sans apprendre. Apprendre, intégrer, compléter, libérer. C'est le chemin à travers le karma, pas autour de lui. Nous sommes désormais confrontés aux mécanismes qui vous poussent à retourner à des relations toxiques, même si vous le savez. Mieux, la dépendance à la douleur familière, la réalité psychologique et neurologique selon laquelle la souffrance que vous connaissez depuis l'enfance semble plus sûre, plus confortable, encore plus juste qu'un amour sain que vous n'avez jamais connu. Votre ancienne âme vous regarde avec angoisse, saboter des relations saines parce qu'elles ne semblent pas bonnes, trop calmes, trop stables, trop ennuyeuses, alors que les relations toxiques semblent bonnes. Intensité familière, souffrance reconnaissable, chaos confortable. Ce n'est pas du masochisme ou un échec moral, c'est une réalité neurologique. Votre cerveau, câblé par vos premières expériences, a codé des schémas spécifiques comme étant normaux. Un écart par rapport à la normale déclenche une alarme, même lorsque la normale est toxique et que l'écart est sain. Vous ne choisissez pas la douleur parce que vous la voulez. Vous choisissez le familier plutôt que l'inconnu parce que le familier vous sent en sécurité, même lorsqu'il est dangereux. L'amour sain semble dangereux parce qu'il n'est pas familier. L'amour toxique se sent en sécurité parce qu'il est connu. Jusqu'à ce que vous compreniez ce mécanisme, vous continuerez à choisir la douleur familière plutôt que la santé inconnue, en vous demandant pourquoi vous ne pouvez pas entretenir des relations saines tout en les sabotant inconsciemment parce qu'elles ne se sentent pas bien. La neuroscience de la préférence de familiarité est bien établie. La recherche sur les voies neuronales montre que les expériences répétées créent des connexions synaptiques fortes. Les pensées, les sentiments et les comportements parcourent ces routes établies avec le moins de résistance. Des études sur les paliers de négativité révèlent que le cerveau donne la priorité aux expériences négatives dans la formation de la mémoire. Les expériences traumatisantes créent des voies neuronales particulièrement puissantes. La recherche sur la réponse au stress montre que le stress chronique chez l'enfant crée un niveau de cortisol élevé. Lorsque vous n'êtes pas stressé, vous vous sentez mal, recherchez le stress pour revenir à un niveau de base normal. Des études sur les traumatismes de l'attachement montrent que le cerveau des enfants maltraités s'adapte à des environnements chaotiques. En tant qu'adultes, ils se sentent dérégulés dans des environnements calmes, à l'aise dans le chaos. Les recherches sur le simple effet d'exposition montrent qu'une exposition répétée à un stimulus, même négatif, augmente la préférence pour celui-ci. Le plus révélateur, les études sur la dépendance montrent que le cerveau ne fait pas de distinction entre la dépendance à une substance et la dépendance relationnelle. Les deux activent les mêmes voies de récompense, créent la même tolérance, produisent le même retrait. Vous êtes littéralement accro à la douleur familière et vous ressentez un sevrage lorsque vous êtes exposé à une santé inconnue. Les traditions spirituelles reconnaissent l'attachement à la souffrance comme un obstacle à la libération. Dans le bouddhisme, dukkha, la souffrance, persiste non seulement à cause des conditions extérieures, mais aussi à cause de l'attachement à la souffrance. Vous vous accrochez à une souffrance familière plutôt que de risquer des alternatives inconnues. Dans le christianisme, le syndrome de Stockholm avec souffrance, s'identifier à la croix que l'on porte, intégrer la souffrance à l'identité, empêche de déposer un fardeau. Dans la Kabbale, la conscience de l'exil, s'identifier comme des personnes exilées et souffrantes, devient si familière que la rédemption semble menacer l'identité. Dans le soufisme, Nafs al-Ammara, le commandement de soi, est accro à ces schémas, y compris les schémas de souffrance, résistant à la transformation même lorsque la souffrance en résulte. Dans l'enseignement bouddhique de la deuxième flèche, la première flèche est une douleur inévitable. La deuxième flèche est la souffrance auto-infligée par l'attachement à la douleur, par la transformation de la douleur en identité, par la préférence de la douleur familière à la liberté inconnue. Chaque tradition enseigne « L'attachement à la souffrance est un obstacle plus grand que la souffrance elle-même. Vous souffrez non seulement parce que la vie est dure, mais aussi parce que vous êtes attaché à des façons familières de souffrir, et que vous avez peur des façons inconnues d'être libre. Les mécanismes créant une dépendance à la douleur familière opèrent à travers de multiples processus de renforcement. Premièrement, la formation de l'identité. Si vous souffrez de façon chronique depuis l'enfance, la souffrance devient une partie de votre identité. Je suis celui qui souffre, pour qui les choses ne marchent pas, qui n'a pas de chance en amour. Libérer la souffrance menace l'identité. Qui es-tu sans ton histoire de souffrance ? Deuxièmement, un confort prévisible. La douleur familière est prévisible. Vous savez à quoi vous attendre, comment y faire face et ce qui va suivre. Une relation saine est imprévisible parce que vous n'en avez jamais fait l'expérience. L'inconnu déclenche plus d'anxiété que la souffrance connue.
Troisièmement, la compétence dans la souffrance. Vous avez développé des mécanismes sophistiqués d'adaptation à la douleur familière. Vous êtes expert dans la gestion des relations toxiques et dans la gestion de la souffrance. Une relation saine nécessite des compétences que vous n'avez pas. Vulnérabilité, confiance, intimité soutenue, et vous fait vous sentir incompétent. Quatrièmement, la traction homéostatique. Votre système nerveux a défini un état émotionnel normal. Si l'enfance a été chaotique, le chaos semble normal. Le calme déclenche l'alarme. Quelque chose ne va pas. Une autre chaussure va tomber, vous poussant à créer un drame pour revenir à un état familier. Cinquièmement, éviter le chagrin. Accepter un amour sain signifie regretter de ne pas l'avoir reçu plus tôt, reconnaître les privations de l'enfance, les échecs parentaux, les années perdues. Ce chagrin est accablant. Il est plus facile de rester dans la douleur familière que de faire face au chagrin de ce que vous avez manqué. Les symptômes de la famille. La dépendance à la douleur se manifeste par le sabotage de relations saines tout en poursuivant des relations toxiques. Un partenaire en bonne santé semble ennuyeux. Vous ne vous ennuyez pas, vous êtes calme. Mais le calme ne vous semble pas bon, alors vous le qualifiez d'ennuyeux et partez. Vous créez un drame dans une relation stable, en provoquant des bagarres, en créant des crises, en essayant inconsciemment de le transformer en un chaos familier. Vous vous sentez anxieux lorsque les choses vont bien, en attendant le désastre, incapable de vous détendre dans le bonheur. Vous êtes plus attiré par une personne émotionnellement indisponible que par une personne disponible. L'indisponibilité déclenche une dynamique de recherche-rejet familière, tandis que la disponibilité semble étouffante ou erronée. Vous idéalisez un ex toxique tout en dénigrant votre partenaire actuel en bonne santé. L'ex toxique correspond à un modèle familier, contrairement à un partenaire en bonne santé, donc le cerveau préfère un ex toxique. Vous considérez une relation saine comme étant trop belle pour être vraie, anticipant sa fin, incapable de croire qu'elle est réelle, sabotant avant qu'elle ne se termine naturellement. L'intensité d'une relation toxique vous manque. Ce qui vous manque, c'est la souffrance familière, votre dépendance réclamant ses médicaments. Le protocole pour briser la dépendance à la douleur familière nécessite de recycler votre système nerveux. Premièrement, reconnaître la dépendance. Reconnaissez que vous êtes accro à la souffrance familière, que les relations avec des bons sentiments ne sont en réalité pas pour vous. Cette prise de conscience crée un espace pour un choix conscient. Deuxièmement, tolérez l'inconfort d'une personne en bonne santé. Lorsqu'une relation saine ne vous semble pas bonne, rappelez-vous, cela vous semble mal, parce que ce n'est pas familier, pas parce que c'est mal. Ce qui n'est pas familier n'est pas dangereux, c'est différent. Asseyez-vous avec un inconfort au lieu de fuir. Troisièmement, identifiez les modèles de sabotage. Remarquez lorsque vous créez un drame, que vous vous disputez ou que vous vous retirez. Ce sont des tentatives pour transformer la santé en famille. Arrêtez consciemment le schéma. Quatrièmement, développez de nouvelles compétences. Une relation saine nécessite de la vulnérabilité, de la confiance et une intimité soutenue, des compétences que vous n'avez peut-être pas. Apprenez-les consciemment, en tolérant la maladresse du débutant. Cinquièmement, traitez le deuil. Pleurez ce que vous n'avez pas reçu dans votre enfance, ce que vous avez gaspillé des années, ce que vous avez perdu à cause de la dépendance. Ce chagrin passe par l'acceptation de la santé. Pratique avancée. Lorsque vous vous ennuyez dans une relation saine, enquêtez. Qu'est-ce qui rendrait cela excitant ? Habituellement, c'est du drame, de la crise, de l'intensité, des marqueurs de toxicité. Reconnaissez que ennuyeux signifie sécurité, que calme signifie sain, que stabilité signifie durable. Entraînez votre cerveau à associer les sentiments positifs à la santé plutôt qu'au chaos. Il s'agit d'un travail de neuroplasticité. Créez de nouvelles voies grâce à la répétition de nouveaux schémas. Restez dans une relation saine même si cela ne va pas. Chaque jour où vous restez, vous créez un nouveau chemin neuronal associant relation et sécurité. Au fil du temps, cela prend des mois et non des jours. La santé commence à paraître normale, la douleur familière commence à se sentir mal, le recablage est terminé. Et voici la vérité qui brise la dépendance. Vous n'êtes pas endommagé de manière irréparable. Vous n'êtes pas condamné à toujours choisir la douleur. Vous n'êtes pas fondamentalement brisé. Vous êtes conditionné. Ce qui a été conditionné peut être reconditionné. Votre cerveau s'est adapté à l'environnement de l'enfance grâce à la neuroplasticité. Cette même neuroplasticité permet l'adaptation à un environnement adulte sain. Mais le reconditionnement nécessite de rester suffisamment longtemps dans l'inconnu pour qu'il devienne familier. La plupart des gens fuient les relations saines avant que cela ne se produise. L'inconfort lié à l'inconnu déclenche une réaction de fuite. Ils reviennent à la douleur familière, renforçant ainsi la dépendance.
Brisez ce schéma en restant. Tolérez l'inconfort. Ayez confiance que l'inconnu deviendra familier si vous persistez. La voix de la dépendance dira « Ce n'est pas bien, ce n'est pas vous. Revenez à ce qui vous semble naturel. » N'écoutez pas. Cette voix est la dépendance qui se protège. Ce qui semble naturel, c'est la dépendance, pas votre nature. Votre nature est la santé, mais la nature a été ensevelie sous le conditionnement. Déterrez-le en persistant en bonne santé malgré l'inconfort. La dépendance ne se brise pas uniquement grâce à la perspicacité, mais grâce à une exposition soutenue à un état de santé jusqu'à ce que la santé semble normale. C'est difficile. Plus dur que de revenir à une douleur familière. Mais le dur qui mène quelque part versus le dur qui tourne sans fin. Choisissez un dur progressif plutôt qu'un dur répétitif. Choisissez l'inconfort de la croissance plutôt que le confort de la stagnation. Choisissez une santé inconnue plutôt qu'une douleur familière. Restez assez longtemps pour un miracle. La journée en bonne santé se sent bien, la douleur familière ne se sent pas bien, la dépendance perd de son pouvoir, ce jour arrive, pas immédiatement mais inévitablement si vous persistez. C'est la promesse. Restez. Guérir. Rebrancher. Soyez libre. Nous exposons maintenant l'un des schémas les plus insidieux déguisés en vertu. Votre complexe du sauveur, le besoin compulsif de sauver, réparer, guérir et sauver les personnes brisées, non pas parce qu'elles ont demandé à être sauvées, mais parce que les sauver vous permet d'éviter de vous sauver vous-même. Vous êtes attiré par les projets déguisés en partenaires, par les personnes blessées dont le brisement promet de consommer toute votre énergie afin qu'il n'en reste plus pour votre propre guérison. Votre ancienne âme reconnaît ce modèle comme un évitement sophistiqué. Vous ne pouvez sauver personne, mais essayez de le faire. Les laissés vous empêchent d'admettre que vous avez besoin d'être sauvé, que vous évitez vos propres blessures en étant obsédé par les leurs, que votre générosité est en réalité un abandon de vous-même. Le complexe du sauveur semble noble. Vous aidez, donnez, vous sacrifiez, mais il s'agit d'une trahison de soi déguisée en altruisme. Chaque moment passé à essayer de réparer quelqu'un d'autre est un moment non passé face à vous-même. Chaque relation avec quelqu'un qui a besoin d'être sauvé est une relation dans laquelle vous êtes nécessaire mais jamais aimé, précieux mais jamais valorisé, essentiel mais jamais vu. Vous vous êtes rendu indispensable pour éviter d'être vulnérable. Vous avez choisi d'être un sauveur pour éviter d'être humain. Ce n'est pas de l'amour, c'est une stratégie. Et cela vous détruit en prétendant être une vertu. La psychologie du complexe du sauveur trouve ses racines dans l'inversion des rôles chez l'enfant. Les recherches sur la parentification montrent que les enfants qui devaient s'occuper des besoins émotionnels ou physiques de leurs parents développent une prise en charge compulsive dans les relations entre adultes. Des études sur la codépendance révèlent qu'il ne s'agit pas d'un amour excessif, mais d'un manque de soi. Votre sentiment de valeur vient du fait d'être nécessaire, vous recherchez donc ceux qui ont besoin de vous plutôt que ceux qui vous aiment. Les recherches sur la prestation de soins compulsive documentent cela comme un modèle d'attachement remontant à l'enfance. Si l'amour était conditionné à l'aide, on apprenait à gagner l'amour en prenant soin. Des études sur les blessures narcissiques montrent que le complexe du sauveur peut être une défense contre l'insuffisance. Si vous sauvez les autres, vous devez être supérieur, compétent et précieux. La recherche sur les réactions au traumatisme identifie une réponse fauve, apaisante et attentionnée pour assurer la sécurité, qui devient un modèle adulte de sauvetage compulsif. Plus important encore, les études sur les relations entre sauveurs montrent qu'il ne s'agit pas d'amour réciproque, mais d'arrangement transactionnel. Vous apportez votre secours, ils répondent à vos besoins. Lorsqu'ils guérissent ou partent, vous êtes dévasté, non pas parce que vous avez perdu l'amour, mais parce que vous avez perdu votre but, votre valeur, votre identité. Les traditions spirituelles distinguent la véritable compassion du complexe du sauveur. Dans le bouddhisme, la compassion idiote, le terme de Chogyam Trungpa, consiste à aider ce qui nuit, à sauver ce qui permet, à la compassion qui empêche la croissance. La vraie compassion permet la souffrance nécessaire à l'apprentissage. Dans le christianisme, Jésus a aidé, mais n'a pas sauvé tout le monde. Il a laissé un jeune dirigeant riche s'en aller, n'a pas empêché la trahison de Judas, a permis les conséquences de ses choix. Le sauvetage compulsif n'est pas semblable au Christ, c'est jouer à Dieu. Dans le taoïsme, Wu Wei, action sans interférence, signifie ne pas imposer votre aide lorsqu'elle n'est pas demandée, et faire confiance au processus des autres. Dans la Kabbale, Gevura, force, limite, doit équilibrer Shized, bienveillance. Toute gentillesse sans frontières devient habilitante. Dans la voie du bodhisattva du bouddhisme, vous aidez les autres, mais pas au détriment de votre propre libération.
Vous ne pouvez sauver personne d'un navire en train de couler, parce que vous n'entretiendriez pas votre propre radeau de sauvetage. Dans le soufisme, l'aide de l'ego, pour se sentir nécessaire, supérieur, vertueux, est riya, une démonstration spirituelle. Le véritable service vient du débordement et non du besoin. Chaque tradition l'enseigne. Le sauvetage compulsif n'est pas une vertu, mais une pathologie. Une véritable aide donne du pouvoir. Le complexe du sauveur crée une dépendance. Les mécanismes à l'origine du complexe du sauveur fonctionnent par dysfonctionnement mutuel. Premièrement, l'identité n'est plus nécessaire. Sans quelqu'un à sauver, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne vous sentez pas précieux. Vous n'avez pas de but. Vous recherchez des personnes brisées pour conserver votre identité. Deuxièmement, le contrôle par la surveillance. En vous rendant indispensable, vous contrôlez la relation. Ils ne peuvent pas partir parce qu'ils ont besoin de vous. Ce n'est pas de l'amour, c'est la captivité par dépendance. Troisièmement, un positionnement de supériorité. Être sauveur vous place au-dessus d'eux. Vous les aidez, ils sont impuissants. Vous donnez, ils prennent. Cette supériorité vous défend contre vos propres sentiments d'insuffisance. Quatrièmement, distraction de soi. Être obsédé par leurs problèmes empêche d'affronter les vôtres. Leurs drames consomment toute l'énergie. Commodément, il n'en reste aucune pour votre guérison. Cinquièmement, évitez l'intimité. La dynamique sauvée par le sauveur empêche un partenariat égal. Vous êtes une aide, pas un partenaire, nécessaire, pas aimé. Cela vous protège de la vulnérabilité qu'exige la véritable intimité. Sixièmement, redoublez d'enfance. Si vous deviez sauver un parent, vous recréez de manière compulsive une dynamique, en essayant de réussir enfin à sauver ce qui ne peut pas être sauvé. Les symptômes du complexe du sauveur se manifestent par des schémas d'abandon de soi. Vous êtes attiré par le potentiel, non pas par qui il est, mais par qui il pourrait être si vous le corrigez. Vous trouvez des excuses pour leur comportement. Ils traversent beaucoup de choses, ils ont juste besoin de soutien, en justifiant de rester dans une dynamique qui ne vous sert pas. Vous donnez plus que vous ne recevez, de manière significative, chronique et insoutenable, et vous vous sentez vertueux face à ce déséquilibre plutôt que de le reconnaître comme un dysfonctionnement. Vous vous sentez responsable de leur bien-être, de leur bonheur, de leur réussite, en assumant la responsabilité qui leur incombe et en faisant de leurs problèmes vos propres problèmes. Vous vous négligez, vos besoins, votre guérison, votre développement, tout en vous occupant des leurs. Vous ressentez du ressentiment, mais vous vous sentez coupable du ressentiment. Vous choisissez, et pour aider, afin que vous ne puissiez pas vous plaindre, mais que vous soyez épuisé et que vous ne vous sentiez pas apprécié. Vous êtes dévasté lorsqu'ils partent ou guérissent. Les perdre signifie perdre votre but, votre valeur, votre identité. Vous cherchez immédiatement une autre personne à sauver. Le schéma se répète avec une autre personne parce que le problème est interne et non externe. Le protocole de démantèlement du complexe du sauveur nécessite de reprendre la responsabilité de soi-même et de se libérer de la responsabilité des autres. Premièrement, identifier le gain. Qu'obtient-on en tant que sauveur? But, identité, contrôle, supériorité, distraction de vos problèmes. Soyez honnête sur ce qui maintient le modèle. Deuxièmement, reconnaître l'auto-trahison. Chaque instant consacré à leur guérison est un instant volé au vôtre. Chaque once d'énergie qui leur est donnée est une once indisponible pour vous-même. Vous vous trahissez en appelant cela de l'amour. Troisièmement, établir des limites. Arrêtez de faire pour eux ce qu'ils devraient faire pour eux-mêmes. Laissez les conséquences naturelles se produire. Ils n'ont pas besoin d'être économisés. Ils ont besoin de rendre des comptes. Quatrièmement, redirigez l'énergie vers l'intérieur. Prenez l'énergie que vous leur avez donnée et donnez-la vous. Votre guérison, votre croissance, vos besoins. Cinquièmement, la tolérance n'est pas nécessaire. Lorsque vous cesserez d'être un sauveur, vous vous sentirez sans but, sans valeur, perdu. Asseyez-vous avec ça. Découvrez l'identité au-delà du besoin. Et voici la vérité qui met fin au complexe. On ne peut sauver personne. Pas vraiment. Vous pouvez activer, sauver, réparer temporairement, mais la véritable transformation est un travail interne qu'ils doivent effectuer eux-mêmes. Vos tentatives d'épargne empêchent en réalité leur croissance, supprimant les conséquences, fournissant une béquille, créant une dépendance qui freine le développement. Le plus beau cadeau que vous puissiez leur faire est de prendre du recul, de les laisser lutter et de faire confiance à leur capacité à se sauver. Mais il ne s'agit pas vraiment d'eux, mais de vous. Vous n'essayez pas de les sauver, vous vous évitez. Arrêt. Tournez-vous vers l'intérieur. Faites face à vos propres blessures, à votre propre brisement, à votre propre besoin de salut. Sauvez-vous. Pas en trouvant quelqu'un pour vous soigner. Vous avez déjà appris que cela ne fonctionne pas lorsque vous êtes d'un côté ou de l'autre d'une dynamique.
Sauvez-vous grâce à votre propre travail, thérapie, pratique de guérison, tout ce qui sert votre développement. Donnez-vous ce que vous avez donné aux autres. Arrêtez de vous abandonner pour sauver les autres. C'est une trahison de soi. C'est le schéma qui doit prendre fin. Vous méritez un partenariat, pas un projet. Vous méritez d'être aimé, pas seulement nécessaire. Vous méritez la réciprocité, pas un don à sens unique. Mais vous n'aurez jamais cela tant que vous n'aurez pas arrêté de chercher des personnes brisées à sauver et commencé à choisir des personnes en bonne santé à aimer. Le sauveur doit mourir pour que l'humain émerge. Tuez le sauveur, sauvez-vous. C'est la seule économie qui compte. Nous abordons maintenant l'enseignement qui transforme la souffrance en sagesse. Reconnaître que toute relation toxique, aussi douloureuse soit-elle, contient un cadeau. Une leçon à apprendre, une blessure à exposer, un schéma à briser, une force à développer. Votre ancienne âme sait à quoi l'ego résiste. Rien n'est gaspillé, aucune souffrance n'a de sens. Chaque relation sert un but même lorsque ce but est douloureux. Ce n'est pas une justification pour rester dans la toxicité. C'est un cadre pour extraire de la valeur après avoir quitté, pour exploiter la souffrance pour son enseignement, plutôt que de rester enfoui sous son poids. La personne toxique n'est pas un don. L'enseignement qu'elle a catalysé est un don. La relation n'a pas été une bénédiction. La croissance qu'elle a imposée est une bénédiction. La souffrance n'était pas nécessaire, mais puisqu'elle s'est produite, en extraire la leçon évite le gaspillage, transforme la douleur en sagesse, convertit les dommages en développement. Chaque relation toxique a un programme caché. Votre travail n'est pas d'excuser la toxicité, mais de terminer le programme, d'apprendre ce qu'il a été enseigné afin de ne plus jamais avoir à répéter ce cours. La psychologie de la croissance post-traumatique montre que de graves défis catalysent souvent un développement impossible sans crise. La recherche montre que les survivants d'un traumatisme qui traitent consciemment leurs expériences en ressortent souvent avec plus de sagesse, de résilience, de compassion et de clarté qu'avant le traumatisme. Des études sur la découverte des bénéfices révèlent que l'identification de la croissance à partir de l'adversité prédit une meilleure récupération et un bien-être à long terme. La recherche sur la résilience montre qu'il ne s'agit pas d'une absence de traumatisme, mais d'une transformation par le traumatisme, c'est-à-dire le développement de capacités qui n'émergent que sous la pression. Les études comparant les personnes qui ont vécu des difficultés importantes avec celles qui n'en ont pas montré ont souvent un caractère plus profond, une plus grande empathie, des valeurs plus claires, non pas malgré la souffrance, mais à cause d'elle. Les recherches sur les récits rédempteurs, des histoires où la souffrance mène à la croissance, montrent que les personnes qui construisent ces récits ont une meilleure santé mentale que celles qui ont des récits contaminés, des histoires où la souffrance ne fait que causer des dommages. Le sens que vous donnez à une relation toxique détermine si elle vous détruit ou vous développe. Les traditions spirituelles enseignent que la souffrance est un enseignant lorsqu'elle est abordée correctement. Dans le bouddhisme, dukkha, la souffrance, est la première noble vérité, non pas parce qu'elle est tout ce qu'il y a, c'est parce que le reconnaître est le début du chemin. Souffrir de pièges non examinés. La souffrance a examiné les versions. Dans le christianisme, les épreuves produisent la persévérance. La persévérance, le caractère, l'espérance. La souffrance a un but lorsqu'elle est transformée par la conscience. Dans l'hindouisme, le karma difficile n'est pas une punition mais une éducation. L'âme a choisi des défis pour forcer une croissance que le confort empêche. Dans le soufisme, polir le miroir, enlever la rouille de l'ego, nécessite des frictions, des difficultés, de la souffrance. Une vie confortable ne polit pas le miroir, défie. En alchimie, le nigredo, noircissement, dissolution, mort, est la première étape nécessaire avant la transformation. Vous devez descendre dans les ténèbres pour émerger dans la lumière. Dans la Kabbale, Shevirat Hakelim, la rupture des récipients, est une destruction nécessaire avant une reconstruction plus élevée. Chaque tradition l'enseigne. La souffrance vous transforme si vous la laissez, vous détruit si vous y résistez. Le choix n'est pas de savoir s'il faut souffrir, cela s'est déjà produit, mais que faire de la souffrance ? Les dons cachés dans les relations toxiques apparaissent lorsque vous les examinez honnêtement. Cadeau courant, apprendre les limites. Une relation toxique enseigne que vous devez avoir des limites ou être consommé. Apprendre l'estime de soi, les traitements abusifs obligent à se poser la question « Pourquoi est-ce que je tolère cela ?» La réponse révèle des problèmes d'estime de soi nécessitant une guérison. Apprendre le discernement. La personne toxique vous apprend à faire confiance aux actions plutôt qu'aux mots, à reconnaître les signaux d'alarme, à distinguer la performance du caractère. Apprendre vos schémas. Les relations toxiques révèlent votre compulsion de répétition, vos réactions traumatiques, vos contrats inconscients. Ne peut pas guérir ce que vous ne pouvez pas voir. Apprendre la force.
Quitter des relations toxiques nécessite du courage que vous découvrez. Apprendre l'autonomie, l'incapacité d'une personne toxique à se présenter, vous apprend à vous présenter par vous-même. Apprendre la compassion. Survivre à la toxicité vous donne de l'empathie pour les autres dans des situations similaires. Apprendre la clarté. La toxicité élimine les illusions, révèle ce qui compte, vous montre qui vous êtes sous pression. Apprendre des choses non négociables. L'expérience vous apprend ce que vous n'accepterez plus jamais. Les symptômes que vous êtes prêts à extraire du don se manifestent par un passage du statut de victime à la curiosité. Vous arrêtez de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et commencez à demander « Qu'est-ce que cela m'apprend ?» Vous pouvez discuter d'une relation sans charge émotionnelle, en la voyant clairement plutôt que par la honte, la rage ou le chagrin. Vous reconnaissez votre contribution sans vous blâmer, mais reconnaissez vos schémas, vos choix, votre participation. Vous ressentez de la gratitude, non pas pour les abus, mais pour la croissance qu'ils ont catalysée, pour les leçons qu'ils ont enseignées, pour la force qu'ils ont révélée. Vous avez changé de manière mesurable, vos comportements sont différents, vos limites sont plus fortes et vos choix sont plus judicieux. Vous ne voulez pas qu'ils reviennent, même s'ils ont changé, parce que vous avez dépassé la dynamique. Vous ne détruiriez pas l'expérience malgré la douleur, car la croissance qu'elle a produite est précieuse. C'est l'intégration, la souffrance transformée en sagesse. Le protocole d'extraction du don nécessite une réflexion spécifique. Premièrement, identifier le modèle. Quel modèle se répète dans cette relation et se répète dans les autres? Nommez-le spécifiquement. Deuxièmement, reconnaître la leçon. Qu'est-ce que ce modèle essayait de vous apprendre? Habituellement, quelque chose que vous devez apprendre. Les limites, l'estime de soi, le discernement, la force. Troisièmement, reconnaître la croissance. Comment avez-vous changé grâce à cette expérience? Qu'avez-vous appris sur vous-même, sur les relations, sur ce dont vous avez besoin? Quatrièmement, extraire l'enseignement. Écrivez-le explicitement. Cette relation m'a appris. Soyez précis et honnête. Cinquièmement, s'engager en faveur de l'intégration. Comment allez-vous appliquer cet apprentissage à l'avenir? Que ferez-vous différemment dans votre prochaine relation? Sixièmement, pratiquer la gratitude. Pas pour abuser, mais pour y survivre, pour en tirer des leçons, pour grandir à travers cela. Et voici la vérité qui rachète la souffrance. Toute relation toxique peut vous transformer si vous en extrayez l'enseignement. Toutes les relations toxiques ne devraient pas se produire. L'idéal serait d'apprendre sans souffrir. Mais une fois que cela s'est produit, vous avez le choix. Rester victime de souffrances insignifiantes ou devenir l'élève d'un enseignement significatif. La personne toxique n'avait pas l'intention de vous enseigner. Elle était simplement ce qu'elle est, mais sa toxicité a recoupé vos blessures, vos schémas et votre préparation de manière précise pour catalyser une croissance spécifique. Il ne s'agit pas d'un plan cosmique, mais d'une causalité complexe. Vos schémas ont attiré les leurs, créant une relation qui soit vous détruirait, soit vous développerait selon la façon dont vous réagissiez. Vous avez survécu. Maintenant, extrayez la valeur. Mienne la souffrance pour tes dons. Apprenez ce qu'il a enseigné. Développez comme cela le demande. Transformez les dégâts en développement. C'est de l'alchimie. Convertir le plomb du traumatisme en or de la sagesse. C'est la rédemption, non pas de relation mais d'expérience. Faire souffrir sert votre évolution plutôt que simplement vous blesser. Le don est caché mais présent. Votre travail ne consiste pas à trouver un côté positif dans la maltraitance, il n'y en a pas, mais à trouver un enseignement dans l'expérience. Qu'avez-vous appris? Comment as-tu grandi? Qui t'a fait devenir ce que tu n'aurais pas pu devenir sans ce? Répondez honnêtement. C'est le cadeau. Réclamez-le. Cette souffrance n'a pas été vaine. Cela vous a construit. Utilisez ce qu'il a construit. C'est ainsi que vous honorez la douleur, non pas en y restant, mais en devenant plus sage, plus fort, plus clair grâce à elle. La toxicité vous l'a appris. La remise des diplômes est terminée, avancez. Ne répétez jamais ce cours. Nous arrivons maintenant à la libération pratique. Briser le schéma des relations toxiques en remplaçant la contrainte inconsciente par un choix conscient, mettre fin à la répétition automatique en introduisant la conscience et l'action délibérée. Votre ancienne âme sait que cela est possible. Les schémas ne sont pas le destin, les contraintes peuvent être interrompues, l'inconscient peut devenir conscient, mais cela nécessite un travail que la plupart des gens ne feront pas parce qu'il est plus facile de poursuivre un schéma que de le briser. Rompre avec un schéma nécessite de le voir clairement, de comprendre ses origines, de reconnaître quand il s'active et de choisir différemment, malgré chaque instinct criant de répéter une réponse familière. Il ne s'agit pas de suppression, vous forcer à agir différemment tout en restant inconsciemment motivé. C'est de transformation, de véritablement changer le conducteur inconscient, afin qu'une action différente émerge naturellement.
Vous exécutez le même programme depuis des décennies, voire des vies. Le programme ne supprimera pas uniquement grâce à Insight. Cela nécessite un choix conscient, répété quotidiennement, parfois toutes les heures, jusqu'à ce qu'un nouveau programme soit établi. C'est le travail le plus dur que vous ayez jamais fait, car il s'agit de combattre votre propre conditionnement, votre propre système nerveux, votre propre histoire. Mais c'est le seul moyen d'arrêter de répéter des relations toxiques. Le modèle brise la conscience plus l'action, la perspicacité plus la pratique, la compréhension et la répétition de nouveaux choix. Pas une seule fois, des centaines de fois, jusqu'à ce qu'un nouveau modèle s'établisse. La psychologie de l'interruption des schémas fait l'objet de nombreuses recherches sur le changement comportemental. Des études sur la formation d'habitudes montrent que les nouveaux comportements doivent être pratiqués de manière cohérente pendant 66 jours en moyenne avant de devenir automatiques. La recherche sur la neuroplasticité confirme que les anciennes voies neuronales s'affaiblissent lorsqu'elles ne sont pas utilisées, tandis que les nouvelles voies se renforcent par la répétition. Les études sur les intentions de mise en œuvre, les plans si-alors, montrent qu'ils augmentent considérablement le succès du changement de comportement. La recherche sur la prévention des rechutes révèle que la reconnaissance des déclencheurs était nécessaire mais insuffisante. Vous devez également avoir préparé une réponse alternative lorsque le déclencheur se produit. Des études sur la pleine conscience montrent qu'elle crée un espace entre le déclencheur et la réponse, où un choix conscient devient possible. La recherche sur les résultats des thérapies montre que la compréhension sans changement de comportement ne produit aucune transformation durable. Vous devez agir différemment, pas seulement comprendre différemment. Plus important encore, les études sur les modèles relationnels montrent qu'ils peuvent être rompus mais nécessitent un effort conscient soutenu, des systèmes de soutien et une volonté de tolérer l'inconfort de choix sains inconnus. Rompre avec le modèle est possible mais pas facile. Les traditions spirituelles décrivent cela comme le choix de la conscience plutôt que du conditionnement. Dans le bouddhisme, le samsara, le cycle d'existence conditionné, est brisé par prajna, la sagesse, plus sila, l'action éthique. La compréhension seule ne libère pas, une action sage le fait. Dans le christianisme, mourir à soi signifie la mort des réponses automatiques conditionnées, la renaissance dans des réponses conscientes choisies. Dans le soufisme, le jihad al-nafs, la lutte contre l'ego, est une bataille constante entre les schémas conditionnés et la conscience. Dans la Kabbale, la Beshira, le libre arbitre, n'existe que lorsque vous êtes suffisamment conscient pour choisir plutôt que de réagir automatiquement. Dans le Vedanta, la liberté passe d'une réaction mécanique, prakriti, à une réponse consciente, le témoignage de Purusha. Dans l'existentialisme, l'authenticité nécessite de choisir ses valeurs et ses actions, plutôt que de se contenter d'un conditionnement par défaut. Chaque tradition enseigne que la liberté n'est pas donnée mais obtenue grâce à un choix conscient, choisi à plusieurs reprises, contre l'attraction du conditionnement. Le protocole pratique pour rompre le modèle de relation toxique nécessite plusieurs étapes. Premièrement, cartographier complètement le motif. Écrivez un historique détaillé des relations toxiques. Identifiez des éléments récurrents précis. Le type de personne que vous choisissez, comment la relation commence, ce qui se passe toujours, comment elle se termine. Rendre le modèle explicite et spécifique. Deuxièmement, tracer jusqu'à l'origine. Relier le modèle adulte à l'expérience de l'enfance, lien généralement direct. La relation adulte recrée la dynamique de l'enfance avec les parents. Comprendre l'origine ne brise pas le modèle, mais révèle sa logique. Troisièmement, identifier les points déclencheurs. Quel moment dans la relation active le modèle ? Quand ils sont distants, quand ils critiquent, quand ils ont besoin de vous, quand vous ne vous sentez pas en sécurité, quoi qu'il en soit, nommez-le. Quatrièmement, créez une réponse alternative. Pour chaque déclencheur, concevez une alternative consciente à la réaction automatique. Si le déclencheur est resté à la distance et qu'une réaction automatique est recherchée, l'alternative pourrait être « remarquez la distance, ressentez un inconfort, ne faites rien, laissez-les venir à moi s'ils le souhaitent. Écrivez ces alternatives explicitement. » Cinquièmement, pratiquez une alternative. Lorsque le déclencheur se produit, remarquez l'activation du modèle, faites une pause, exécutez une réponse alternative. Ceci est la partie la plus difficile. Le modèle veut s'exécuter automatiquement. Vous l'interrompez consciemment. Pratiques avancées, travaillez avec le support. Thérapeute, parrain, partenaire responsable, quelqu'un qui connaît votre schéma et vous aidera à l'interrompre. Prévoyez et préparez-vous. Avant d'entrer dans des situations où un schéma pourrait s'activer, répétez une réponse alternative. L'anticipation augmente le succès. Tolérez l'inconfort.
Une réponse alternative semble erronée, inconfortable, voire dangereuse parce qu'elle n'est pas familière. Ressentez l'inconfort sans revenir au schéma. Célébrez les petites victoires. Chaque fois que vous choisissez une réponse alternative, reconnaissez votre réussite. Cela renforce le nouveau modèle. Pardonnez les rechutes. Vous reviendrez parfois au modèle. Ne vous faites pas honte. La honte renforce les schémas. Remarquez, reconnaissez, revenez à une réponse alternative. Suivez les progrès. Gardez une trace des moments déclencheurs et de vos réponses. Le choix d'une réponse alternative, même imparfaite, montre un progrès. Les symptômes de cette tendance se manifestent par une diminution de l'attirance pour les personnes toxiques et une tolérance accrue envers les personnes en bonne santé. Vous rencontrez quelqu'un qui correspond à un ancien modèle, une attraction intense, instantanée, des sentiments familiers, mais vous pouvez maintenant le reconnaître comme une activation de modèle et non comme une véritable connexion. Cette reconnaissance crée le choix de ne pas poursuivre. Vous rencontrez quelqu'un qui est en bonne santé, pas d'alchimie intense, qui ne vous semble pas familier. Mais vous pouvez désormais rester au lieu de fuir, tolérant l'inconfort de la méconnaissance. Vous remarquez plutôt quand la relation devient toxique, les signaux d'alarme que vous ignoriez autrefois sont désormais visibles, et vous quittez avant que le modèle complet ne s'établisse. Vous pouvez maintenir des limites sans culpabilité, dire non, partir en cas de maltraitance, exiger le respect, des comportements impossibles lorsque le schéma était inconscient. Vous vous sentez différent, moins attiré par le drame, moins tolérant au dysfonctionnement, moins disposé à vous sacrifier. Vos normes ont changé parce que vous avez changé. Et voici la vérité sur la rupture des schémas. Il ne s'agit pas d'une transformation spectaculaire, mais d'un choix quotidien, répété des centaines de fois, jusqu'au jour où vous réalisez que vous faites automatiquement un choix différent, qu'un nouveau schéma s'est établi, que l'ancienne contrainte a perdu son pouvoir. Rompre avec les schémas ne signifie pas que vous ne vous sentirez jamais attiré par des personnes toxiques. La reconnaissance des schémas familiers se déclenchera quand même, mais l'attraction n'oblige plus à l'action. Vous pouvez le ressentir, le reconnaître comme un modèle, choisir de ne pas agir en conséquence. C'est la liberté, non pas l'absence de conditionnement, mais la capacité de choisir malgré lui. Le modèle inconscient devient un choix conscient. La contrainte automatique devient une décision délibérée. Vous n'êtes plus contrôlé par l'histoire. Vous en êtes informé, mais vous n'êtes pas déterminé par elle. C'est le but, pas la perfection. Vous ferez des erreurs, reviendrez parfois à un modèle, mais une trajectoire globale vers un choix conscient plutôt qu'une contrainte inconsciente. Le modèle se brise lentement, puis soudainement. Des mois de pratique, un changement apparent minime, puis une percée. Vous êtes là différent, vous choisissez différemment, vous attirez différemment. Faites confiance au processus. Faites le travail. Choisissez consciemment, même si vous vous sentez mal. Répétez jusqu'à ce que vous vous sentiez bien. Un nouveau modèle s'établira. L'ancien motif disparaîtra. C'est ainsi que se produit la transformation. Non pas par la seule perspicacité, mais par la perspicacité plus la pratique, la compréhension plus l'action, la conscience plus le choix. Répétez jusqu'à ce que le choix devienne automatique. Alors vous êtes libre. Pas de tous les schémas. Vous êtes humain, vous aurez toujours des schémas, mais libre de schémas toxiques, de compulsions inconscientes, de répétition de ce qui ne vous sert pas. C'est la liberté. Réclamez-le. Travaillez pour cela. Choisissez-le, tous les jours, jusqu'à ce qu'il soit à toi. Nous atteignons le point culminant, la reconnaissance que lorsque vous guérissez intérieurement, vous attirez différemment de l'extérieur. Lorsque vous résolvez les schémas toxiques en vous-même, vous arrêtez de raisonner avec les personnes toxiques et commencez à attirer des personnes saines. Votre ancienne âme sait ce que la personnalité découvre avec surprise. Vous n'attirez pas qui vous voulez, vous attirez qui vous êtes. Changez qui vous êtes, changez qui vous attirez. Non pas par manipulation ou par semblant, mais par une véritable transformation. Guérir les blessures, briser les schémas, développer l'estime de soi, établir des limites, devenir intérieurement ce que vous recherchez extérieurement. Ce n'est pas une loi de la pensée magique attractive, c'est une réalité psychologique et énergétique. Vos blessures non cicatrisées entrent en résonance avec celles des autres, créant une dynamique toxique. Vos parties guéries entrent en résonance avec les parties guéries des autres, créant une dynamique saine. Vous avez été en bonne santé à la recherche de l'amour, tout en restant intérieurement toxique. Vous vous demandez pourquoi cela ne fonctionne pas, pourquoi les personnes en bonne santé ne sont pas intéressées, pourquoi vous n'êtes pas attiré par elles. La réponse, une inadéquation vibratoire. Vous ne pouvez pas attirer à un niveau plus élevé que celui auquel vous opérez. Guérissez jusqu'au niveau souhaité. Vous attirerez alors des personnes opérant à ce niveau. Il ne s'agit pas d'un changement superficiel, de nouveaux vêtements, un meilleur profil,
un comportement stratégique, c'est une transformation fondamentale. Un système nerveux différent, des schémas différents, une relation différente avec soi-même. Quand tu appelles NGE à ce niveau, qui vous attire change automatiquement. Non pas parce que vous faites quelque chose de différent extérieurement, mais parce que vous êtes différent intérieurement. La psychologie de l'attraction basée sur l'état interne est bien documentée. Les recherches sur l'accouplement assorti montrent que les gens s'associent à d'autres, ayant des niveaux similaires de santé psychologique, de maturité émotionnelle et de fonctionnement. Les études sur la théorie de l'attachement révèlent que les personnes en sécurité attirent les personnes en sécurité, les anxieuses attirent les évitants, et chaque modèle recrée son opposé complémentaire. Les recherches sur l'estime de soi montrent que les personnes ayant une bonne estime de soi choisissent des partenaires qui les traitent bien, tandis que les personnes ayant une faible estime de soi choisissent des partenaires qui confirment leur image d'elles-mêmes négative. Des études sur l'hypothèse d'appariement dans les relations montrent que les gens sélectionnent des partenaires ayant une attirance, une intelligence et une valeur sociale similaire, non seulement physique mais psychologique et émotionnelle. La recherche en neurochimie révèle que l'état de base de votre système nerveux, calme ou anxieux, détermine qui se sent bien. Les personnes anxieuses ressentent une alchimie avec les personnes anxiogènes, les gens calmes ressentent une alchimie avec les gens calmes. Plus important encore, les études sur les résultats de la thérapie montrent qu'à mesure que les gens guérissent de leur traumatisme et développent des comportements plus sains, leur choix de partenaire change, non pas par décision consciente, mais par changement automatique de qui ils sont attirés et de qui est attiré par eux. Guérir intérieurement, attirer différemment extérieurement. Ce n'était pas une théorie, c'est une réalité observée. Les traditions spirituelles enseignent ce qui est à l'intérieur comme à l'extérieur. L'état interne manifeste la réalité externe. Dans l'hermétisme, comme en haut, ainsi en bas, comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur, votre monde extérieur reflète le monde intérieur. Modifiez automatiquement les modifications internes et externes. Dans le bouddhisme, le karma signifie que votre état interne crée des conditions attirant des expériences et des personnes spécifiques. Dans le Vedanta, vous êtes ce qu'est votre désir profond et moteur. Votre vibration centrale attire la vibration correspondante. Dans la Kabbale, ce qui se ressemble attire ce qui se ressemble. Votre niveau spirituel attire ceux qui sont d'un niveau similaire. Dans la nouvelle pensée, vous attirez ce que vous êtes, non pas ce que vous voulez, mais ce que vous êtes vibratoirement. Dans le christianisme, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Votre état interne produit des fruits externes, y compris les relations que vous attirez. Chaque tradition enseigne le même principe. Vous attirez votre partenaire, pas votre contraire, pas votre complément, pas ce que vous voulez consciemment. Votre adéquation énergétique, psychologique et spirituelle. Vous voulez des relations différentes ? Devenez une personne différente. La transformation requise est spécifique et profonde. Pas de changement de surface, mais une guérison centrale. Premièrement, guérir les blessures centrales. Abandon, rejet, honte, indignité. Quelles que soient vos blessures profondes, elles doivent être traitées, affligées, intégrées. Les blessures non cicatrisées diffusent un signal attirant des personnes qui les blesseront davantage. Deuxièmement, briser les schémas toxiques. Compulsion de répétition, contrat inconscient, dépendance à la douleur familière, ces schémas doivent être identifiés et consciemment interrompus jusqu'à ce qu'ils se dissolvent. Les modèles actifs attirent les personnes qui leur correspondent. Troisièmement, développer l'estime de soi. Il ne s'agit pas d'une estime de soi, comparative et fragile, mais d'un sentiment de valeur inhérent, indépendant de la réussite ou de l'approbation. L'estime de soi détermine qui vous pensez mériter et qui vous accepterez. Quatrièmement, établir des limites. Les limites saines ne sont pas négociables. Il faut à la fois savoir ce que vous accepterez et ce que vous n'accepterez pas, et faire respecter ces limites. L'absence de limites attire les contrevenants. Cinquièmement, intégrer l'ombre. Les aspects niais de soi attirent pro les personnes qui les incarnent. L'intégration signifie que vous arrêtez de projeter, arrêtez d'attirer des miroirs. Sixièmement, développer un attachement sécurisé. Grâce à la thérapie, aux relations correctives ou au travail de réparation, passer du statut d'anxieux ou d'évitant à celui de sécurité. L'attachement sécurisé attire l'attachement sécurisé. Les symptômes que vous avez suffisamment transformés pour attirer un amour sain se manifestent par des changements internes et externes. En interne, vous vous sentez différent, plus ancré, moins anxieux, plus solide en vous-même. Votre discours intérieur a changé. Moins critique, plus compatissant. Votre tolérance au dysfonctionnement a disparu,
Ce que vous aviez accepté autrefois déclenche immédiatement un non. Vos schémas d'attraction ont changé. Les personnes toxiques ne déclenchent plus la chimie. Ils déclenchent la reconnaissance du modèle et de la distance intentionnelle. Votre relation avec vous-même s'est améliorée. Vous appréciez votre propre compagnie, vous vous validez, vous répondez à vos propres besoins. Extérieurement, les personnes toxiques semblent moins intéressées par vous. Vous ne correspondez plus à leur fréquence. Les personnes en bonne santé semblent plus intéressées, vous correspondez désormais à leur fréquence. Vos tentatives relationnelles sont moins dramatiques. Pas d'intensité instantanée, pas d'enchevêtrement immédiat, pas d'alchimie écrasante, juste une construction régulière de connexion. Vos relations durent plus longtemps et sont plus satisfaisantes. Pas parfaites, mais fonctionnelles. Pas dramatiques, mais stables. Le protocole permettant de confirmer que vous êtes prêt à vivre un amour sain nécessite une évaluation honnête. Demandez-vous, puis-je être seul avec contentement ? Si vous avez besoin d'une relation pour vous sentir bien, vous n'êtes pas prêt, vous accepterez la toxie. Vil, pour éviter d'être seul. Mes blessures profondes sont-elles guéries ? Pas parfaitement, mais substantiellement. Vous avez traité un traumatisme infantile, vous ne cherchez pas inconsciemment un substitut parental. Ai-je brisé mes schémas ? Vous avez identifié la contrainte de répétition, les contrats inconscients, et vous les avez consciemment interrompus suffisamment longtemps pour que de nouveaux modèles s'établissent. Ai-je des limites ? Vous savez ce que vous accepterez et ce que vous n'accepterez pas, et vous imposez ces limites même si cela vous coûte la relation. Suis-je attiré par les personnes en bonne santé ? Pas seulement savoir intellectuellement que vous devriez l'être, mais ressentir réellement une attirance pour des personnes émotionnellement disponibles, cohérentes et limitées. Est-ce que je m'aime ? Pas narcissiquement, mais sincèrement. Vous traitez avec respect, répondre à vos besoins, valider votre expérience. Si vous pouvez répondre oui à ces questions, vous êtes prêt. Dans le cas contraire, il reste encore du travail à faire, et ce n'est pas grave. Mieux vaut continuer à guérir que d'entrer en relation prématurément. Et voici la dernière vérité. Vous ne trouvez pas un amour sain en cherchant plus fort, en sortant davantage ou en abaissant les normes. Vous le trouvez en devenant la personne qui attire naturellement un amour sain, en étant vous-même en bonne santé. Il ne s'agit pas d'une question d'équité. J'ai assez souffert, je mérite un amour sain. Le mérite n'a pas d'importance. C'est une réalité énergétique et psychologique. Les fréquences attirent les fréquences correspondantes. À la fréquence des blessés, vous attirez les blessés. À la fréquence guérie, vous attirez les personnes guéries. Envie d'une relation saine, devenez une personne en bonne santé. Pas parfaitement guérie, la perfection est impossible, mais substantiellement guérie, en pleine croissance, engagée envers la santé. Alors un amour sain vous trouve. Non pas parce que vous l'avez manifesté ou parce que l'univers vous récompense, mais parce que vous résonnez maintenant à une fréquence qui correspond à un amour sain. Les relations toxiques n'étaient pas des erreurs ou de la malchance. Elles correspondaient exactement à votre état à cette époque. Ils vous ont appris ce que vous deviez apprendre. Maintenant guéri, vous attirez différentes allumettes, non pas parce que les gens ont changé, mais parce que vous avez changé. Le travail est interne, les résultats sont externes. Faites le travail interne, guérir les blessures, briser les schémas, développer la valeur, établir des limites, intégrer l'ombre, devenir en sécurité. Observez ensuite le changement de la réalité externe, différentes personnes intéressées, différentes attractions ressenties, différentes relations se créent. Pas immédiatement, la guérison prend du temps, mais inévitablement. Quand on change, tout change. Ce n'est pas une pensée magique, c'est une causalité. Vous êtes le facteur commun à toutes vos relations. Changez-vous. Changez vos relations. C'est le pouvoir que vous avez toujours eu. C'est le travail que vous avez toujours dû faire. C'est la voie à suivre. Guérissez-vous. Aimez-vous. Soyez vous-même, en bonne santé, limité, digne, entier. Alors l'amour vous correspondra, sain, délimité, digne, entier. C'est la promesse, c'est le chemin, c'est le travail. Commencez maintenant.